il était prévu de vous montrer un diaporama. Ce diaporama, vous l'aurez de toute façon avec les autres supports du congrès. Et puis, nous manquons un petit peu de temps, pour être tout à fait honnête, pour vous le présenter. Ceci étant, ce diaporama reprenait en grande partie beaucoup des choses qui se sont dites depuis hier par l'intermédiaire des différents intervenants, et notamment en ce qui me concerne, puisque le thème c'était les points sensibles liés aux écomatériaux, beaucoup de ce que vous a dit Philippe Estingois ce matin en vous présentant l'AQC. Il y avait notamment une référence à 2 documents qui s'appellent les points sensibles et les points de vigilance, qui sont 2 documents que vous trouverez sur le site de l'AQC qui concernent ces matériaux. Ces documents, ils parlent de quoi? Ils parlent de risque d'infiltration, ils parlent de risque de condensation, ils parlent de risques liés à la migration à la vapeur d'eau au travers des parois, donc des risques essentiellement liés à l'humidité et à l'eau, du fait de l'hydrophilie de ces matériaux. Donc, en résumé, je vous renvoie à ces documents. Et quand je fais la synthèse, moi, de tout ce que j'ai entendu depuis hier et ce matin, et je trouve que les échanges étaient vraiment très, très riches, je me dis, face à ces points sensibles qui, globalement, touchent à l'eau dans le bâtiment, mais ce n'est pas vraiment nouveau, puisque Philippe Estingois est bien placé pour nous dire qu'à l'heure actuelle, c'est 64% des désordres de construction qui sont liés à l'eau dans le bâtiment. Donc, est-ce qu'il y a des désordres nouveaux du fait de l'emploi de ces matériaux biosourcés? Je serais tenté de dire pas vraiment. Les lois physiques sont les mêmes. On aura toujours des infiltrations, des condensations, des ponts thermiques. C'est toujours le même principe. Simplement, ces matériaux, du fait de leur sensibilité, nous obligent à être beaucoup plus vigilants dans la conception et dans la mise en œuvre. Il y a 3, pour moi, il y a 4 conclusions. La première, c'est de dire, pour moi, c'est réellement un retour aux sources. C'est-à-dire que ces matériaux, notre confrère de la région lyonnaise nous en dit, ils ne datent pas d'hier. Hein. Nos ancêtres les mettaient en œuvre, ils le savaient très bien le faire. Certes, il n'y avait pas la loi Spinetta et la norme RE 2020, mais c'est une autre affaire. Donc, retour aux sources sur la conception générale. Des dispositifs tout simples, la protection en tête, les coupures de capillarité, tout ça, c'est que du bon sens. Donc, retour au bon sens, afin d'anticiper sur des désordres futurs. La deuxième chose, c'est, je dirais, un retour aux exigences. C'est-à-dire, je me dis, là où l'architecte pouvait se contenter de faire une conception générale et puis de déléguer le reste aux entreprises. Et on en avait déjà parlé hier matin. Il me semble que là, il faut qu'ils mettent les mains non pas dans le cambouis, mais dans l'argile un petit peu plus, pour aller dans la conception de détail beaucoup plus loin, aux côtés des entreprises et de l'exécution. Alors, s'agissant, on aura un problème effectivement de partage de responsabilité entre l'architecte, on en avait parlé un petit peu hier matin, où s'arrête la mission de l'archi, où commence celle de l'entreprise dans la mise au point des détails. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler le débat. Pour l'exécution, il paraît évident au travers de tout ce qu'on a vu qu'on a besoin de faire appel à des entreprises compétentes, qualifiées, déjà rodées à ce type de technique. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, moi je regarde un petit peu, c'est que quand même on a des supports pour l'exécution qui sont les guides de bonne pratique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais tout à l'heure on disait il n'y a pas de document de référence, il n'y a pas de règles de l'art. À ma connaissance, il y en a. Et ces règles de l'art, il n'est pas d'accord. Bon, on ne réglera pas le problème avant la pause, on pourra en parler pendant la pause. Ces documents de référence ont été rédigés par des gens qui les maîtrisent quand même, ces techniques, hein. Beaucoup d'autoconstructeurs, beaucoup de scopes, beaucoup de gens qui maîtrisent ces matériaux et qui ont incorporé dans ces guides de bonne pratique tous ces principes de bon sens dont on a parlé. Mais je suis obligé d'aller très vite. Et puis, une exigence de coordination entre les corps d'État, d'une manière générale, puisque on sait qu'on a énormément de problèmes d'interface dans la non-qualité du bâtiment et de coordination entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Et même plus que ça, entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, le contrôleur technique. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, à mon avis, sur un processus de conception-réalisation beaucoup plus collégial et de plus en plus collégial que ce qu'on connaissait auparavant avec ce que dit la loi MOP, c'est-à-dire un processus séquentiel. Et puis enfin, pour moi, c'est un retour au terrain, c'est-à-dire que moi, j'ai été frappé par notre consoeur qui nous a montré son stage de formation où elle a les mains dans la paille. Elle dit, si je veux pouvoir contrôler que les entreprises font bien, il faut déjà que je sache, moi, le faire. Et ça me paraît très intéressant,
puisque les plus anciens ont connu les vieux archis qui prenaient un crayon, puis sur les chantiers, ils dessinaient le détail sur le mur en disant à l'ouvrier, t'as pas compris comment il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et là, je trouve qu'il y a une opportunité pour l'archi de revenir réellement maître d'œuvre au sens moyenâgeux du terme, c'est-à-dire dans sa vocation initiale. Alors, il n'y a pas de problème pour la nouvelle génération. Elle a déjà les mains dans la paille, les mains dans l'argile. Elle est biberonnée avec la RE 2020, les FDES, la base Ignès. Donc tout ça, ça ne pose pas de problème. Pour les plus anciens, eh ben, ça pose un petit problème de remise en question et de démarche dans le travail. Donc moi, juste pour conclure, je suis assez frappé par cette nécessité de remettre le processus de conception-réalisation d'un bâtiment dans un travail d'équipe. Voilà. Travail d'équipe, maître d'ouvrage, avec éventuellement un programmiste, un AMO, etc. Le maître d'œuvre, qui est là en chef d'orchestre et en vrai maître d'œuvre, les entreprises, le contrôleur technique, et les fabricants, puisque la dernière intervention nous montre quand même que le fabricant, il fait plus que de fabriquer et vendre des produits, en s'abritant derrière une norme, en disant mais mon produit il est parfait, tout va bien. Il y a quand même là aussi une vraie démarche de remise en question de ces gens-là, qui n'ont pas vraiment le choix, vu aussi parallèlement les problèmes d'augmentation du coût de l'énergie. Donc voilà ce que je voulais dire très rapidement, puisque il fallait rattraper un petit peu de temps. Et alors pour les questions, comment on fait, Alexandra? Je pense qu'on peut quand même... Voilà 2 ou 3 questions aux intervenants qui m'ont précédé. Nous avons 3 minutes, oui, c'est royal. Donc 1 minute par intervenant. Huguette Vernet, donc architecte expert à Grenoble. C'est pas une question, c'était juste une observation. Je voulais juste rappeler qu'à l'école d'architecture de Grenoble, il y a un département qui s'appelle Cratère, il y a une personne qui en a parlé, qui fait de la recherche sur le matériau terre depuis 40 ans, qui a publié un certain nombre de documents sur ce sujet. Donc voilà, je pense que si vous voulez vous informer sur le matériau terre, vous tapez Cratère sur Internet et vous avez beaucoup de choses. Merci. Jean-Pierre Pissarra, donc architecte expert, cour d'appel de Versailles. Je voulais juste, c'est pareil, c'est juste une observation, c'est que certes les matériaux écologiques, quels qu'ils soient, enfin, on a vu plusieurs exemples, présentent un certain nombre d'incertitudes, des nouveautés aussi techniques qui posent question. Certains désavantages peut-être par rapport à d'autres matériaux classiques, mais il présente aussi peut-être aussi certains avantages. Je pense par exemple à une réparation d'une ossature bois, qui est peut-être plus simple que de réparer certains matériaux plus lourds, comme du béton ou autre, en cas de désordre. Des isolants, il n'y a pas que des désavantages. Par exemple, un isolant en laine de coton que j'ai déjà utilisé sur plusieurs chantiers présente d'autres avantages, une meilleure tenue, par exemple, physique, que des matériaux comme de la laine de verre. Voilà. Au-delà des aspects thermiques, environnementaux divers. Merci beaucoup. La dernière question pour la 3e minute. Ah, il ne reste plus qu'une minute, c'est ça? La 3e minute. Bonjour, Philippe Rivoirard, architecte expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris, mais aussi ancien enseignant dans les écoles d'architecture de Paris, Paris-Val-de-Seine, pour ne pas le nommer. Je suis frappé dans cette matinée d'usage de mots alors qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Par exemple, tu disais le mot terre, je voudrais bien savoir ce que c'est que la terre. Est-ce que quand je vais dehors, je ramasse par terre et c'est la terre? La terre est-elle la même partout? Qu'est-ce qui constitue la terre? Même question pour le pisé. J'ai bien compris ce que c'est la construction en pisé, mais qu'est-ce que c'est le pisé? Je ramasse de la terre autour et je fais des briques en pisé. La paille, c'est la même chose, on parle de paille. Moi, je sais pas, quand je donne des cours de construction, le fer, c'est un élément et je sais ce que c'est. Si je rajoute du carbone, je peux avoir de l'acier. Le béton, je sais aussi ce que c'est. Mais ces matériaux dont on parle et dont on nous montre, j'aimerais bien savoir ce que c'est en vrai, quoi, voilà. Est-ce que la terre est la même partout, par exemple? Eh oui.
Voilà mes questions. Merci. Qui veut répondre? Pascal l'a dit, en fait, je ne veux pas remplacer mon éminent confrère, mais Pascal l'a expliqué, en fait, c'est la terre en fait, du site, ce n'est pas la terre végétale, donc c'est ce qui est en dessous de la terre organique. Et après, disons, la terre, il l'a dit, en fait, il y a de l'argile, du sable et des cailloux. Et donc, il faut faire un mélange, donc c'est un savant mélange de ces éléments, alors après il me dira si je dis des bêtises, et aussi un taux d'humidité. C'est pas ça ? Je vais essayer d'être court aussi parce que c'est pareil. Je vais essayer de répondre aux deux par rapport notamment aux guides de bonne pratique qui ont été réalisés. J'ai participé à un des guides, donc je sais très bien. Ce sont des guides qui parlent de construction neuve et qui ne parlent pas de réhabilitation. Donc c'est très bien pour la construction neuve. Et dedans, c'est expressément, on explicitait ce que c'était que la terre. Voilà. Donc, il y a beaucoup. La terre, c'est un terme générique. Il y a plein de terres. Et en fait, par rapport au pisé, c'est pas du tout un savant mélange. Ils prenaient la terre qu'ils avaient sur place. Donc, vous avez tout et n'importe quoi, et ça marche parce qu'il y a un système de protection. C'est en fait l'architecture qui va protéger le pisé. C'est pas le matériau en lui-même. La mise en œuvre est importante. Il faut bien la mettre en œuvre. Mais le matériau en lui-même, vous prenez ce que vous avez. Moi, j'ai trouvé des limons argileux qui ont été pris pour faire du pisé, et ça tient. Merci infiniment.